On sera 3 à présenter ce soir. Donc, Kléber qui est là, lève la main Kléber, qui est DBA dans mon équipe. Nicolas qui est dev senior dans mon équipe, qui partagera aussi la présentation. Voilà, donc on va commencer par vous parler un peu de MongoDB chez Criteo. Mais pour les rares qui n'auraient absolument aucune idée de ce qu'on fait chez Criteo, il y en a, ouais, il y a des gens qui n'ont aucune idée de ce qu'on fait. Allez-y, moi par exemple. Ouais. Ok, 4 ou 5, voilà, ça vaut la peine. Donc, Criteo travaille dans le domaine de la pub en ligne. Et de manière très simple, l'idée, c'est de collecter chez nos clients, donc qui sont des sites annonceurs, des sites e-commerce, des sites de voyage, etc., de collecter un certain nombre d'informations au fil de la navigation des internautes sur ces sites. Donc étape 1, vous allez sur un site annonceur, vous regardez des produits, vous les achetez généralement pas, hein, au moins 95% des cas vous les achetez pas, mais vous allez cliquer sur ces produits, les mettre peut-être dans le caddie, voilà, faire tout un tas d'opérations, et ça c'est des informations qu'on va recevoir. Et puis ensuite vous quittez ce site, vous allez sur internet, vous allez sur vos sites médias préférés, vos sites sociaux, vos sites de sport, jeux vidéo, enfin tout ce que vous voulez, et les blogs, enfin tout. Et sur ces sites-là, on va avoir l'opportunité de vous montrer des pubs. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que la majorité de ces sites-là, leur seule source de revenus, c'est la pub. Voilà, c'est la fin de mon pitch marketing. Et donc, au moment où vous allez charger la page dans votre navigateur, la plateforme Criteo la plus proche va recevoir un appel, une requête HTTP, disant voilà, il y a tel utilisateur sur telle page de tel site, est-ce que tu veux lui montrer quelque chose ou pas? Et on a quelques dizaines de millisecondes pour répondre. Et parfois même il y a un système d'enchères en temps réel, hein, ça s'appelle le real-time bidding, je ne rentre pas dans les détails, mais si vous voulez creuser ça, c'est intéressant. Donc il y a des enchères entre nous et d'autres sociétés. Donc on va calculer un prix, on va l'envoyer, si on gagne, on construit notre bannière, pareil, en quelques dizaines de millisecondes, on l'envoie, elle est affichée. Et le but du jeu pour nous, évidemment, c'est de vous montrer des bannières dont on pense qu'elles correspondent à vos centres d'intérêt. Donc chaque bannière va être absolument construite en temps réel et personnalisée en temps réel. Et l'expérience montre que ces bannières-là génèrent un taux de clic qui est très très supérieur à celui des bannières classiques, statiques, etc. Le but du jeu, évidemment, c'est de réinciter l'internaute à cliquer sur la bannière, à retourner sur le site de l'annonceur et à un moment ou à un autre d'acheter un produit. Voilà, donc ça en 45 secondes, c'est ce que fait Criteo. Okay. Alors, j'ai parlé de personnalisation en temps réel, je rentre un tout petit peu dans les détails. Là, dans le slide précédent, on voit une bannière avec quelques produits, etc. Mais ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que oui, on choisit un annonceur en temps réel, oui, on choisit des produits en temps réel, mais on va le rendu de la bannière, le layout, le look and feel, tout ça comme vous voulez, la composition graphique de la bannière, tout ça aussi c'est personnalisé en temps réel. Donc tout ça, tous ces éléments graphiques à partir desquels on peut composer une bannière, c'est des paramètres qui sont pris en compte par notre moteur. Et donc si le moteur, au fur et à mesure de l'apprentissage, conclut que le fond vert clique mieux que le fond bleu, bah, c'est ce qu'il va faire, il va faire du fond vert. S'il conclut que tel slogan marche mieux que tel autre slogan, bah, il va faire ça aussi. Voilà. Donc tout ça, c'est des données qui sont injectées dans le moteur et qui contribuent à la personnalisation de la bannière. Ce qui fait qu'à partir d'une bannière comme ça, d'un jeu d'éléments graphiques, on peut constituer pour un annonceur quasiment un nombre illimité de bannières. Alors c'est marrant parce que c'est un nombre illimité de bannières, mais à la fin il y a toujours une nana en maillot de bain. Alors je vais m'expliquer pourquoi. Et à chaque fois que les mecs dans mon équipe font des tests et que je regarde comme ça, c'est toujours les nanas en maillot de bain. Le moteur doit décider que les nanas en maillot de bain ça clique mieux que le reste. J'en sais rien. Alors, quelques chiffres. Donc on fait ça. On le fait dans plus d'une trentaine de pays. Donc à peu près toute l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Asie Pacifique, Australie, etc. Et donc nécessairement, on va avoir besoin d'infrastructures un peu partout.
parce que techniquement on pourrait tout servir de France si on avait envie, mais la vitesse de la lumière étant ce qu'elle est, les bannières mettraient malgré tout un certain temps à arriver aux US ou au Japon. Et vous savez tous que c'est comme pour les pages web, dans des pages lentes ou des bannières lentes, ben, ça ne marche pas, ça n'intéresse pas, les gens n'entendent pas le chargement, ils font back et puis c'est terminé. Donc il faut qu'on livre tout ça vite, très très vite, le plus vite possible. Donc ça commence par se rapprocher des internautes, se rapprocher des marchés où on livre les bannières. Donc on a 2 data centers en Europe. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce matin, midi, on en avait 3. Voilà, c'est pas nouvelle. Et on vient d'en éteindre un, qui nous a pourri la vie pendant longtemps, qu'on a fermé. Donc maintenant c'est 2. 2 aux US, ça va, et puis un au Japon, à Tokyo, avec des liens réseau un peu dans tous les sens. Alors vous voyez qu'en Europe et aux US, on a 2 data centers par zone. C'est à la fois pour de l'équilibrage de charge, pour de la haute dispo, c'est-à-dire que tous les sites sont actifs. Donc si au hasard, si New York s'éteint, le data center en Californie va prendre la main en 2 secondes, jusqu'à ce qu'on répare, etc., etc. Donc voilà, on a tout ça. Donc 5 data centers, on fait tout nous-mêmes, donc on loue du mètre carré, après on installe tout. Donc on a une équipe d'infra et de production qui est basée ici, une bonne vingtaine de personnes, avec des sysadmins, des admins réseau, des DBA aussi quelques-uns. Et on fait vraiment tout nous-mêmes, on fait la conception, le déploiement, les astreintes, le monitoring, tout ça. Tout ça est fait depuis Paris, ce qui crée des problèmes intéressants parce que quand on arrive le matin, c'est déjà quasiment le pic au Japon, le soir c'est le pic en Europe, et la nuit c'est le pic aux US. Voilà. Donc on essaie de dormir jamais. En fait. Et malgré tout, on a un taux de dispo qui est quand même très bon. Je mets 99-95, je ne veux pas mettre plus, ça porte malchance, mais on fait beaucoup mieux que ça. En termes de trafic, au quotidien, on a plus de 30 milliards de requêtes HTTP par jour sur la plateforme. Ça, c'est des chiffres très conservateurs, on est à beaucoup plus aujourd'hui. Mais pour certaines raisons, on n'a pas le droit de donner les vrais chiffres. Je ne sais pas si vous avez lu la presse. Et on sert plus d'1 milliard de bannières par jour, et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Mais j'ai pas le droit de dire combien. J'ai pas le droit de dire que c'est 2. Ça va, personne ne hurle. Si, tu hurles? Non, c'est 1, c'est 1. J'ai écrit 1, c'est que c'est 1. En pic, parce que c'est là que c'est rigolo, donc le soir, c'est vers 20h30 dans ces eaux-là, notre pic. On a plus de 500 000 requêtes secondes qui rentrent sur les différents data centers. Donc c'est quand même relativement robuste. Et puis on a pour les bannières, on a des pics à plus de 25 000 bannières par seconde. Donc voilà, c'est des moments où il faut être vigilant et où effectivement il y a beaucoup, beaucoup de trafic. Donc pour encaisser tout ça, il faut un peu de puissance de feu. Et d'autant plus que il y a la charge web. Ça, encaisser de la charge web, il faut quoi? Il faut des bons load balancers, il faut des fermes de web assez larges, enfin, il faut du cache, il faut plein de trucs. Bon, ça, c'est des problèmes relativement connus maintenant. Ce qui est toujours un problème pour nous, c'est encaisser la volumétrie de log. On log tout. Donc 30 milliards de requêtes, on les log. Voilà. 30 milliards de lignes par jour, un peu moins d'1 K par ligne, ça fait 20 Tera. Donc tous les jours, on a 20 Tera à récupérer du Japon, avec des liens réseau en pointillés, ou des US. Enfin, rien que ça, c'est amusant. Il faut les stocker, il faut les cruncher, il faut les requêter, etc., etc. Et donc tout ça, ça nous a amené à déployer un arsenal de technologies que je continue à qualifier de HPC. Alors je sais que ça fait parfois ricaner, mais vraiment ce qui nous a amené sur des technos, on va dire, un petit peu différentes, comme Mongo, Hadoop, Couchbase, Rabbit, Storm, Kafka et quelques autres. C'est vraiment une problématique purement technique, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut mettre en face de cette volumétrie pour l'encaisser, pour survivre. C'est pas une approche big data, qui est mon terme détesté numéro 1, où on se dit tiens, on va mélanger dans un chaudron des likes Facebook, des tweets, des blogs, je sais pas, l'âge du capitaine
et la taille de ma pointure de chaussette, et puis on va créer de la valeur. Non, nous, nos données, on les connaît, on sait d'où elles viennent, on sait à quoi elles servent, c'est juste qu'on en a une tonne. Et que quand on essaie de faire ça avec des technos traditionnels, ben, très vite, ça s'arrête le marché. Donc, ce qui nous a amené vers ces technos-là, c'est ni un effet de mode, ni rien du tout, c'est juste qu'il n'y avait rien d'autre sur le marché qui permettait d'encaisser. Et donc, on a tout ça en production, pour certains, depuis assez longtemps. Alors, parlons de MongoDB. Comment est-ce qu'on y est arrivé? Ça, c'est ça qui est intéressant, c'est le début. Le reste aussi est intéressant. Alors, vous avez vu dans nos bannières, il y a des produits. Et donc, qui dit produit, dit catalogue produit. Donc un catalogue produit, pour nous, c'est vraiment ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire un flux qu'on va recevoir, ou un fichier, plus exactement, qu'on va recevoir de nos clients, et qui va contenir finalement, c'est un espèce d'export de leur base, de leur référentiel produit. Donc il va y avoir les identifiants de produits, les descriptions, les catégories, le prix, l'URL de l'image, etc. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer, l'équivalent d'une fiche produit sur un site e-commerce. Donc, sachant qu'on a plus de 3000 clients, on a plus de 3000 catalogues, la théorie voudrait qu'on ait un catalogue par client, mais il y en a d'autres qui jugent bon de nous envoyer 1, 8, 12, 16, 32, 1, vous savez mieux que moi. Bon, il y a des horreurs qui traînent. Et puis, il y en a qui sont tout petits, et il y en a qui sont énormes, parce qu'on a notamment des sites de petites annonces, ou des sites de voyage, où vous imaginez que le nombre de produits est énorme. Bon, et puis je passe sur les formats divers et variés. S'il y avait une seule grammaire, ça serait bien, mais là aussi, il y a tout et n'importe quoi. Histoire de pimenter l'histoire, il y a entre 30 et 50% des produits qui sont modifiés tous les jours. Alors, ça ne veut pas dire que tout le produit change, mais ça veut dire que quand je suis arrivé, ça marchait pas trop mal, surtout en Europe, parce qu'à l'époque, on avait 2 data centers en France et Belgique. En Belgique, on vient de l'éteindre, mais très bien. Et donc, latence réseau France-Belgique, 3-4 millisecondes, c'est super proche, ça va vite, le réseau est à peu près fiable, pas de soucis. Donc, pas trop de problème pour la réplication de données, pas trop de soucis. Le truc, c'est que comme on avait eu beaucoup de succès déjà à l'époque, on avait beaucoup de nouveaux clients, et donc beaucoup de nouveaux catalogues, et puis une base par catalogue, donc beaucoup de bases. Et donc assez vite beaucoup de serveurs, parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas mettre 500 bases sur un SQL Server, même si elles n'étaient pas très grosses et pas très actives. Il y avait un overhead qui était terrible. Donc un des facteurs limitants, c'était combien de bases on peut mettre sur une instance SQL Server. Voilà. Et sans jamais trop comprendre pourquoi, on s'est rendu compte qu'il y avait des limites assez pénibles. Donc on s'est dit, ok, on remet des serveurs, ça commence à faire beaucoup de serveurs, et puis il y avait du master slave, donc c'était x2, etc., etc. Et puis après on a commencé à avoir des très grosses bases de données. Quand vous avez les gros voyagistes ou des sites de petites annonces, ça monte. Alors vous commencez à avoir les problèmes de, alors sur ce serveur-là, j'ai une grosse base et puis 50 petites, et donc alors je vais bouger la grosse sur un serveur tout seul. Et puis après, ah non, ça marche pas, donc je vais le faire par ordre alphabétique, donc A, B, C, D, E, ah oui merde, eBay, non ça marche pas. Voilà. Donc on a joué à Tetris comme ça, avec, je sais pas, 2000 bases de données pendant des semaines, ça devenait fatigant. Et puis on a commencé à avoir des problèmes liés à tout ça, la volumétrie, le nombre de bases, la réplication, mine de rien. Et donc SQL Server, la tactique numéro 1 d'analyse de problèmes, c'est vachement simple. C'est vous asseyez devant, il y a la barre de progression, puis vous attendez qu'elle progresse. Et je peux vous dire, alors Kléber n'était pas encore là à l'époque, mais il y avait ses collègues qui sont d'excellents DBA SQL Server. On leur dit pas, c'est pas bien. Ils vont choper l'ancêtre, mais ils sont excellents. Et franchement, même eux, et excellents, expérimentés, tout ce que vous voulez. Et les mecs étaient totalement désemparés. Donc on a décroché le téléphone, on a appelé Microsoft, ça s'est passé comme on peut l'imaginer. Voilà. Et donc ce côté un peu boîte noire, on est aux limites du système mais on ne comprend pas ce qu'il faut faire, c'est devenu assez pénible. Quant aux US, pour leur part, qui étaient, on va dire, en retard en termes de développement parce qu'on avait ouvert les US bien ensuite, bien plus tard, ça a marché à peu près. Alors ça n'a jamais bien marché parce qu'entre les deux côtes il y a 75 millisecondes de latence dans un sens
Donc si vous savez compter, ça fait 150, allez, je vous fais à 140 allers-retours. Et puis si on fait de la répli transactionnelle, du two-phase commit, des trucs comme ça, bah, vous calculez dans votre tête, ça commence à faire des centaines de millisecondes, et ça ne marche pas bien. Et quand les US ont commencé à faire vraiment du gros business et à sortir des gros clients avec des très gros catalogues, alors on a vu commencer à arriver les catalogues de 20, 30, 40 gigas, bah, le truc c'est juste arrêter de marcher. Et je dis toujours quand je fais cette presse, ça marchait le vendredi, ça marchait plus le lundi suivant, c'est pas une blague. Ça s'est vraiment passé comme ça. Voilà. Et donc on s'est assis en se disant oh, le truc il va avancer quand même. Bon, on va bouffer, ça va avancer. On va bouffer, bon rien, ça n'avait pas bougé. Bon, on verra demain, ça va avancer. Et puis demain, ça n'avait pas avancé. Et on était mort avec les commerciaux US qui commençaient à s'exciter un petit peu. Et donc le problème peut être qualifié comme ça, c'est réplication transactionnelle sur lien à forte latence. C'est une façon compliquée de dire que quand vous essayez de faire des transactions avec des délais forts entre votre maître et votre esclave, bah, ça ne marche pas. Voilà. En tout cas, nous, on n'a jamais réussi à le faire marcher, et Microsoft non plus. Donc, il a fallu faire autre chose. Voilà, donc ça s'est terminé effectivement comme ça. On s'est dit, bon, c'est fini. C'est fini, il faut admettre que voilà, c'était un réveil assez pénible de se dire, mais merde, on va devoir changer la base de données, mais vite. Pas dans 6 mois, pas dans 1 an. On n'a pas vu venir l'obstacle. On le prend en pleine tête. C'est fini, il faut faire autre chose. Donc on a commencé à faire une shopping list. Je vois qu'il y a du papier toilette dans la liste. Effectivement, c'était pas inutile. Étape, alors, critère numéro 1, scale out, des processeurs Intel dans des boîtes en métal, pas de gros serveurs IBM, pas de gros serveurs de je sais pas où. De toute façon, on n'avait pas l'argent pour le faire, et puis on n'aime pas ça ici. Nous, c'est scale out. Pas de transactions, d'autant plus qu'effectivement, elles étaient problématiques, et on était tout à fait ouvert sur ce use case-là à un modèle de consistance, on va dire, moins strict. Voilà. Parce que, de fait, si le prix de la PlayStation 3, pendant 5 minutes, c'est pas le même à New York et à Sunnyvale, c'est pas la fin du monde. C'est pas comme si, je sais pas, des relevés bancaires ou je sais pas quoi n'étaient pas à jour. On peut avoir un petit décalage. On est prêt à faire un compromis là-dessus en échange d'avoir une réplique qui marche. Haute dispo, donc ça je pense que c'est important. Des clusters distribués avec une capacité à répliquer sur des liens à forte latence. La capacité d'écrire des requêtes. On s'est posé pendant longtemps, c'est-à-dire 4 heures, la question de pourquoi on ne ferait pas que du clé-valeur, pourquoi on ne fout pas tout dans le même cache une fois pour toutes et on n'en parle plus. Bon, en fait, non, on avait quand même besoin de faire quelques petites requêtes, il y avait quand même, il devait rester 1 ou 2 jointures, 2-3 âneries, donc on a peut-être fait sauter après, mais en tout cas, le clé-valeur à l'instant T n'était pas jouable. Open source, parce que voilà, là, ça a été un long débat avec moi-même qui a duré 2 secondes. Parce que c'était abandonner SQL Server pour mettre quoi? Oracle. Bon, soyons sérieux. Pour mettre quoi? Bon. Donc forcément l'open source. Malgré tout, on voulait une communauté active, on n'était pas prêt à prendre n'importe quel truc bizarre sur GitHub fait par un mec dans un garage et puis qui passe à autre chose 3 mois après, qui vous laisse en plan avec un projet maintenable. Donc on voulait quand même un truc qui avait déjà un peu émergé et avec une société qui soit capable derrière de faire un peu de support et voilà, sans pour autant nous étrangler commercialement et nous obliger à payer d'emblée pour des licences notamment. Facile parce que moi si c'est pas facile je ne comprends pas et quand je comprends pas généralement je fais pas et puis surtout parce qu'on n'avait pas de temps. On n'avait pas le temps, on avait à l'époque pas une si grosse équipe que ça, en particulier à la prod. On n'avait pas le temps d'apprendre un truc super tordu, on n'avait pas le temps de rebâtir une archi, on n'avait pas le temps de demander aux développeurs de réécrire toutes les applis web, parce que tu comprends, c'est vachement bien Cassandra, on va faire ça. Voilà. Et, donc on s'est dit, il faut un truc qui ressemble quand même à du SQL, qui ressemble quand même à une base de données traditionnelle, mais qui soit plus scalable et qui résolve nos problèmes. Voilà, et facile à déployer, facile à monitorer, facile à upgrader. Enfin, on ne voulait pas de problème lourd au niveau opérationnel. Maintenance faible.
Donc ça, pour moi, c'était, voilà, il faut que j'arrive à le faire marcher avec les mecs qui sont là. Je ne vais pas recruter 10 personnes, bâtir une équipe dédiée pour faire ça, parce que rien que ça va prendre 10 ans. Donc mon problème, il faut que je le résolve en 3 semaines. Voilà, donc un truc low maintenance, alors ça ne veut pas dire zéro maintenance parce que ça n'existe pas, mais quelque chose qui soit pas plus compliqué, une fois de plus, à gérer que des SQL, quoi. Pas de grosses surprises en tout cas. Bon, le support multilangage, parce que même si on fait du C#, on n'avait pas envie quand même de se bloquer trop. Bon, ça c'était moins important, mais quand même. Et puis, on avait déjà en tête, on commençait déjà à construire notre cluster Hadoop et on se doutait bien qu'on allait devoir exporter les données. Donc il fallait qu'on arrive à faire ça d'une manière libre. Voilà, donc après une longue étude, une réflexion extrêmement collégiale et profonde qui a duré quoi, sur une semaine, on a choisi MongoDB. Voilà. Alors le slide que je fais pas, parce que je me souviens plus sincèrement, et ça n'a pas beaucoup de sens, c'était il y a plus de 2 ans. C'était comment on a comparé les autres, comment on les a évalués, qu'est-ce qu'on en pensait. Alors j'avais ma matrice à l'époque, mais pour faire très simple, Cassandra incompréhensible, trop compliqué, trop risqué, trop d'impact sur l'appli. Bon, driver bizarre, tout ça. Et puis pas forcément beaucoup de support derrière. Pas forcément beaucoup de support derrière. Maintenant il y a DataStax, mais à l'époque c'était pas si clair. Il y avait HBase, mais parce qu'on était en train de faire du Hadoop, donc on s'est dit est-ce qu'on peut faire ça? Alors si Hadoop on comprend déjà tellement rien, si en plus on vient recoller HBase dessus, bof. Ça me paraissait encore un truc voué à l'échec. Il y avait CouchDB à l'époque. Voilà, je sais pas, ça ne m'a pas plu. Je sais pas, il y a des trucs qui m'ont pas plu. Honnêtement, je me souviens pas quoi. Et là, la seule base qu'effectivement on a réussi à installer, comprendre, faire tourner en une journée, c'est Mongo. Je pense qu'on avait tellement la pression, on était vraiment tellement dans la merde qu'on s'est dit bon ben on prend ça. Voilà. Celle-là, on pense qu'on va y arriver. Les autres, on n'est même pas capable de dire en 3-4 jours si on va y arriver ou pas. Voilà. Et il n'était pas question de faire une préétude d'un mois. Donc on a dit, ok, celle-là, on la comprend, elle n'est pas trop bizarre, nos DBA vont pas trop galérer, nos développeurs vont pas trop galérer. Bon, voilà. Alors oui, il y a des horror stories, oui, bon, bah, ok, c'est pas grave. Celle-là, elle me paraît bien. On s'est lancé dans une de ces grandes phases dans la vie d'un homme qui forge le caractère, les migrations de bases de données. Qui en a fait? Ouais, voilà. Ça va? Bon. Vous avez mis longtemps à vous en remettre? Ouais. Ça coûte cher en alcool et en psychiatre, mais on survit. Voilà, donc la seule bonne approche, généralement, c'est celle-là. Maintenant, nous, on n'avait pas vraiment le choix. On n'avait pas vraiment le choix. Donc on s'est dit, pour une fois, on va être prudent. Parce qu'on est déjà un petit peu en situation délicate, donc on ne va pas en rajouter. On s'est dit, notre problème numéro 1, c'est la réplication. On a une réplication qui est pétée aux US, ça ne marche plus. Donc on va laisser les SQL serveurs dans le rôle de je sers les données au web et au cache, etc. Mais par contre, on va faire la réplication avec MongoDB. Donc on a monté très vite un serveur aux US de chaque côté, et puis on a commencé à pousser la réplication. Alors c'était pas parfait, parce que la réplication à l'époque n'était pas parfaite, ça l'est toujours pas, mais ça marchait. Voilà. Et donc on a, pour être clair, on a débouché le tuyau et on a pu commencer à relancer nos catalogues et au moins à s'acheter un peu d'oxygène. Et ça a été vraiment fait assez vite. Cette étape-là, ça nous a enlevé la pression qu'on avait de réparer le truc et de dire bon, on va pouvoir réfléchir un peu. Puis ensuite, on s'est dit bon, on voudrait vraiment aller plus loin que ça. MongoDB, c'est pas un outil de transfert de fichiers, je sais pas quoi, donc on doit pouvoir aller plus loin que ça. Donc on a commencé à modifier l'appli web pour les applis qui servent les bannières, etc., pour qu'elles requêtent Mongo. Et ça, franchement, ça n'a pas été très compliqué. Ça, on a un use case qui est assez simple, on n'est pas loin du clé-valeur sur ces requêtes. Mais c'est vrai que cette partie-là, il n'y a pas eu de drame. Voilà. Et puis on a commencé à déployer les Mongo avec les catalogues et puis doucement à commencer à ouvrir le tuyau et à les faire requêter par les web et puis à regarder que ça se passait bien, que ça prenait la charge, que ça cliquait pareil, qu'il n'y avait pas de différence, etc. Voilà. Ça c'est vraiment la phase
d'A/B test entre SQL Server et Mongo, et puis de se dire, bon, on y va doucement, on commence à monter un peu le son, on voit ce qui se passe. Ça a duré un moment, je ne me souviens plus, mais ça a duré un moment. C'est une des rares fois où on a été prudent chez Criteo. Et puis la troisième étape, après c'est bon, maintenant ça suffit. Dégagez-moi le maximum de SQL Server, mettez-moi du Mongo, on y va, migrer les catalogues, migrer les catalogues, migrer les catalogues. Voilà. Bon. Je ne sais pas si Clever a fini sa psychothérapie, mais ça a été une période un peu compliquée. Un peu compliquée. Parce que c'est là qu'on se tape toutes les particularités des catalogues moisis. Et puis on surveille, voilà, on ajoute des serveurs, on charge. Voilà, la montée en charge. Quoi. Mais finalement, voilà, on a réussi à le faire. On a réussi à monter le son au maximum, à migrer les catalogues. Au total, du début à la fin, ça a peut-être mis un an, hein, mais, parce qu'il restait vraiment ces derniers pourcents là, qui pourrit la vie au maximum. Mais tout ça, ça s'est passé, bon, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais franchement, il n'y a pas eu d'énormes catastrophes. Voilà. Il n'y a pas eu d'énormes catastrophes. Et donc aujourd'hui, on est arrivé dans cette situation où on a nos catalogues dans MongoDB. Voilà, et maintenant, je vais passer la parole à Clever, qui va vous parler de notre déploiement. Voilà, Clever qui est DBA, qui est là depuis 18 ans à peu près.